Merci à tous du coup d'être venus aujourd'hui. L'objectif de cet atelier, c'est de partager avec vous les travaux du GT 100% Santé qui ont eu pour objectif de faire l'évaluation et la comparaison des impacts a priori sur le 100% santé. On va co-présenter cette étude avec Perrine Carollo, ici présente, Christophe Grelier et Anna Tanguy, qui était la stagiaire de l'Institut Actuaire, qui a réalisé cette étude dont on va vous parler plus dans le courant de la présentation. L'objectif de cet atelier, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est de vous parler de l'impact du 100% santé, mais également de vous expliquer un petit peu comment on en est arrivé à réaliser un mémoire et sur quel point précis on a souhaité en fait axer nos travaux. Dans un premier temps, le GT Santé, au moment de lancement de la réforme, s'est posé la question, comme tous les organismes assurantiels, de quels sont les impacts en fait de cette réforme, notamment au regard des hausses des bases de remboursement, de la mise en place des prix limites de vente et justement de cet objectif de non-renoncement aux soins. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a recueilli les impacts qui avaient été mesurés par un certain nombre d'acteurs au sein du marché sur le poste audiologie, sur le poste optique et sur le poste dentaire. On va vous partager un petit peu ces retours qu'on avait récupérés. Et on se rendait compte qu'on avait quand même des très grandes disparités en fonction des acteurs et des caractéristiques en termes de résultats d'impact. Et puis, au regard de ces disparités, justement, au moment de l'analyse, on s'est rendu compte que c'était quand même important, en fait, de mener une étude propre, une étude globale, qui avait pour objectif de donner une vision de marché, en fait, de ces impacts, au regard des critères qui avaient un impact vraiment significatif sur cette réforme et notamment sur les résultats et le coût qu'on pouvait mesurer. Et on vous partagera du coup les principaux résultats de cette étude en faisant un focus vraiment sur la partie, on va dire, impact indirect, notamment sur la sensibilité au comportement de l'intégralité des parties prenantes. Donc pas uniquement du non-renoncement aux soins au regard du comportement de l'assuré, mais également au regard du comportement des professionnels de santé, qui sont quand même très difficiles à capter aujourd'hui, aussi du souscripteur et de l'organisme assurantiel. Et pour finir, on partagera avec vous un comparatif, on va dire, rapide entre ce qu'on avait a priori anticipé et les premiers constats qu'on a sur le marché aujourd'hui, sachant qu'évidemment, la mise en place s'est faite dans un contexte particulier, un contexte de pandémie qui, du coup, brouille un petit peu, on va dire, les pistes et nous oblige à se poser la question des résultats qu'on constate aujourd'hui, des impacts qu'on constate aujourd'hui sur la consommation et sur les coûts, et de qu'est-ce qu'on peut en déduire pour la suite, et de ce qu'on souhaite aussi mettre en place pour la suite. Voilà. Alors pour le premier point, donc si on fait un focus sur l'audiologie, on se rend compte que les impacts sur le poste en lui-même étaient assez significatifs, notamment au regard de la hausse de la base de remboursement, mais au regard du poids de ce poste sur les contrats, notamment quand on regarde les contrats collectifs, l'impact pouvait être quand même très mesuré, voire négligeable. Et en effet, forcément, les impacts les plus significatifs étaient plutôt sur les populations les plus âgées et les garanties, les contrats dont les garanties étaient plutôt des garanties faibles, des garanties bas de gamme. Et donc, on était plutôt sur des contrats beaucoup plus orientés vers de l'individuel que vers du collectif. Donc ça, c'est les constats qu'on avait, mais vraiment, les écarts pouvaient être quand même assez disparates. Si on prend l'exemple aussi, le focus sur le dentaire, on avait des impacts qui étaient presque nuls, de 0,2-0,8% jusqu'à presque 4%. C'était marqué notamment par l'effet du renoncement aux soins qui, sur les contrats entrée de gamme, était forcément plus important a priori, et également sur le niveau de garantie assez faible où le souhait d'avoir cette prise en charge à 100% et donc un reste à charge nul nécessitait du coup une prise en charge et un remboursement par les OCAM beaucoup plus important. Et pour le dernier recueil des études qu'on avait menées qui portaient sur l'optique, on était sur des impacts qui étaient nuls ou virés vers le négatif, ce qui n'était pas forcément le cas sur les autres postes, notamment au regard de cette limitation des montures qu'on pouvait avoir qui baissait de 150 à 100 € pour les contrats responsables et qui était beaucoup plus significatif sur les contrats haut de gamme et qui avait du coup un impact presque de l'ordre de moins 2% en moyenne sur les contrats haut de gamme, notamment sur le collectif.
Au regard de ces chiffrages, qui étaient quand même très disparates, on se rend bien compte que les disparités, elles sont liées au type de contrat collectif individuel. Aussi au regard du niveau de garantie, que ce soit des garanties plutôt entrée de gamme ou des garanties haut de gamme, puisque sur l'optique on est plutôt sur des impacts sur le haut de gamme, alors que sur l'audiologie et sur le dentaire on est plutôt sur des impacts importants sur le bas de gamme, mais également en fonction de l'âge. Les disparités, elles s'expliquaient aussi par la modélisation et la projection du comportement en fait, des différentes parties prenantes. Parce que c'est des comportements qui sont très très difficiles à modéliser aujourd'hui et à anticiper, que ce soit sur la consommation des assurés dans le cadre du non-renoncement aux soins, l'un des objectifs de cette réforme à la base, que ce soit également aussi sur le comportement des professionnels de santé dans le cadre de leur facturation ou des organismes assureurs ou même des souscripteurs. Et c'est justement dans ce cadre-là qu'on s'est dit que toute cette disparité de résultats qui était fortement liée quand même à la prise d'hypothèse et à la projection de ces comportements nécessitait une étude propre en fait, une vraie étude menée en collaboration au sein du GT Santé et qui avait pour objectif de montrer, d'avoir une vision plus globale, une vision de marché, que ce soit sur un portefeuille collectif ou individuel, puisqu'on sait bien que les impacts ne sont pas les mêmes, et avec justement cette envie d'avoir autant des impacts directs, mais qui ont été mesurés aujourd'hui par tout à chacun, que les impacts indirects sur justement ce comportement des différentes parties prenantes qu'on peut avoir. Pour avoir cette étude sur cette vision de marché, il était indispensable qu'on ait des données. L'Institut des actuaires n'est pas un organisme assurantiel, n'est pas un gestionnaire, n'a pas de données en soi. Et donc il était indispensable de faire un appel à candidature à bonne volonté, que ce soit en termes de compétences et de souhait de contribuer à cette étude, que aussi en termes de données. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a fait un appel au partage, à la contribution de données au sein de l'Institut des actuaires dans sa globalité et au sein du GT de l'IA. Et dans ce cadre-là, on a justement Christophe Grelier qui représente aujourd'hui Harmonie Mutuelle, l'un des contributeurs de données, qui va pouvoir nous faire part un peu de son expérience et nous partager les contraintes qu'on a pu rencontrer dans le cadre de cette étude et le pourquoi il a souhaité participer à cette étude. C'est un micro qui marche, parfait. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'étais jeune arrivant dans le GT Santé en 2019. Et c'est vrai que le projet d'étude qui m'a été présenté, en tout cas, m'a séduit. Et donc j'en ai fait part à la direction d'Harmonie Mutuelle pour savoir si on pouvait jouer le jeu, parce qu'on était aussi en pleine phase d'estimation, de modélisation dans tous les sens. Et c'est vrai que on voyait bien que c'était quand même assez complexe de prévoir ça. Donc forcément, l'a priori était plutôt positif sur participer à ce type d'études, d'autant plus qu'elle faisait office de formation aussi pour une stagiaire de l'Institut des actuaires, donc cet aspect aussi formateur était important aussi pour nous. Et là, il a fallu lever les principaux freins dans ce type de contribution, à savoir nos données, où est-ce qu'elles vont aller, qu'est-ce qui va en être fait. Donc là, les échanges ont été très transparents avec l'Institut des actuaires. On a signé une clause de confidentialité. Nous, la seule limite qu'on avait fixée, c'était que nos données ne représentent pas plus de 20% de l'ensemble du portefeuille étudié. Donc c'est pour ça qu'il y a eu d'autres contributeurs. S'il y a d'ailleurs d'autres contributeurs dans la salle qui n'hésitent pas à compléter mon témoignage. Et donc, une fois la clause de confidentialité signée, on s'est lancé dans les travaux. Le deuxième écueil souvent qui est donné, c'est de dire ça va nous prendre du temps. Effectivement, pourquoi pas, mais en fait là c'est juste des extractions de données, cibler le périmètre concerné. Donc on a ciblé 3 produits individuels standards, 3 produits collectifs standards, entrée, milieu, haut de gamme. Voilà, pour essayer d'avoir un échantillon plutôt représentatif, des gammes plutôt matures. Et ensuite, on a transmis nos données, donc bien sûr de manière anonymisée, sous forme de ligne à ligne. C'était des prestations et des effectifs des années 2017-2018, donc un bon volume de données quand même. Et donc charge à l'Institut des actuaires de s'en servir. Seule Anna qui vous présentera le contexte de l'étude et surtout les principaux résultats y avait accès, ainsi que des salariés de l'Institut des actuaires. Les membres du GT et les contributeurs ont eu accès seulement aux résultats comme tout un chacun. Donc
voilà sur notre investissement dans modeste investissement au final, hein, puisqu'on fournit juste des données. Et ensuite, ce qui est important par contre, c'est que derrière tout ça, il y a eu un suivi très important, c'est-à-dire qu'on a été associé à l'étude, on avait des points d'étape réguliers, 2-3 mois, tous les 2-3 mois. Anna nous faisait un état d'avancement de ses difficultés éventuelles, des questions de méthodologie qui pouvaient arriver, nous sollicitait sous forme de questions-réponses. Donc on a fortement apprécié aussi ce partage d'informations jusqu'à la relecture du mémoire d'Anna. Donc vraiment une très bonne expérience et on en est ravis. Là vous avez la liste, non peut-être pas ici, vous avez la liste des autres contributeurs qui ont participé à cette étude. On verra par la suite. Bon, voilà, il va sans doute y avoir une suite, donc on vous sollicitera à ce sujet. Du coup, on remercie beaucoup encore Harmonie, Santiane, CNP et Malakoff de nous avoir permis de mener cette étude. Sans eux, on n'aurait pas pu y arriver et on ne pourrait pas partager avec vous aujourd'hui les résultats et toutes ces sensibilités. Pour vous parler peut-être des portefeuilles qui ont été exploités, donc on a 2 types de portefeuilles, un portefeuille collectif et un portefeuille individuel. Comme l'a dit Chloé, c'est vrai que sur la réforme, on avait des impacts très forts de l'âge et du niveau de gamme, donc ça nous a semblé important de séparer en collectif et individuel. Vous voyez qu'on a des portefeuilles qui sont assez denses, puisqu'on a 200 000 bénéficiaires en collectif et presque 500 000 en individuel. On avait environ 460 000 lignes de consommation. On avait uniquement les lignes de consommation optique, dentaire et audio pour cette étude. En termes de répartition par âge des portefeuilles, alors on voit de manière assez classique que le portefeuille collectif a forcément un âge moyen qui est inférieur à celui de l'individuel, puisqu'on a toute cette population ici des retraités sur l'individuel. Et en fait, c'est vraiment ce profil de population qui va mener à un profil de risque différent dans l'étude. Et donc, on va avoir évidemment des impacts, déjà beaucoup plus de lignes en audio sur le portefeuille individuel et aussi des impacts beaucoup plus marqués sur les risques audio et aussi dentaires sur le portefeuille individuel. Donc l'apport vraiment de cette étude, c'est aussi une étude comparative entre les portefeuilles collectifs et individuels. Un premier constat qu'on partageait au début de la réforme 100% santé, c'était une problématique de couverture et donc de reste à charge pour les assurés. En fait, ce qui est représenté ici, c'est les taux de couverture des régimes complémentaires. Donc ça se lit comme ça. Sur l'audio, le pourcentage de couverture par le régime complémentaire, c'était 42% des dépenses et 26% en individuel. Donc on voit notamment sur l'individuel qu'on a une part de remboursement complémentaire qui laisse beaucoup de place au reste à charge puisque le remboursement de la sécurité sociale est assez limité. Donc en fait c'était un premier constat pour se dire avec le 100% santé, il y a de la place en fait il y a une marche à franchir pour arriver jusqu'à une prise en charge complète à 100% et garantir donc un reste à charge nul. Sur la méthode retenue, donc on a le premier scénario qui est le scénario central, donc de manière très classique, je pense qu'on a tous mené cette étude-là. On a séparé les impacts en 2 phases, en fait, les impacts coûts, c'est-à-dire appliqués aux lignes de remboursement qu'on connaît, les plafonnements avec les prix limites, la revalorisation des bases de remboursement, l'obligation de garantir un reste à charge nul, donc toutes les contraintes sur les garanties sur les lignes de prestations existantes, mais aussi un impact qu'on peut appeler impact fréquence, de se dire l'objectif de la réforme, c'est de limiter le renoncement aux soins. Donc si tout se passe bien, si la réforme atteint ses objectifs, alors on aura plus de personnes qui vont soigner puisqu'on aura moins de renoncement aux soins. Et donc l'idée, c'est qu'on attendait en fait une hausse du nombre de personnes qui se soignent. Donc cet impact fréquence. Donc ça, c'est les impacts assez classiques avec les paramètres de la réforme. Il y a d'autres éléments à intégrer qui sont donc l'étude des comportements des différents acteurs de la réforme. Et c'est vraiment sur ce point qu'on a choisi d'axer la présentation aujourd'hui. C'est les différentes sensibilités qui ont été apportées en fonction des comportements des organismes assureurs, des professionnels de santé, des souscripteurs. Donc Anna nous détaillera toutes ces sensibilités qui ont été faites, qui ont été réfléchies au sein du groupe de travail de santé de l'Institut des actuaires, notamment comment est-ce que les organismes assureurs adaptent potentiellement leurs garanties à la réforme, comment est-ce que les professionnels de santé adaptent leur facturation et comment les souscripteurs
peuvent adapter leur mode de soins, on va dire, plutôt que de consommation, et éventuellement même leur attitude de souscription aux différents niveaux de gamme. Bonjour à tous, alors je vais vous présenter les principaux résultats. On va commencer par l'audiologie. Alors, je vais vous présenter les hypothèses du scénario central, c'est-à-dire les consommations attendues. On a sélectionné plusieurs scénarios d'hypothèses d'utilisation des paniers de soins et on a sélectionné 3 scénarios et d'un scénario à l'autre, on a augmenté la proportion du 100% santé. Donc ça, c'était pour les consommations attendues. Concernant les nouvelles consommations qui sont liées à la baisse du renoncement aux soins, on a décidé de modéliser cette baisse du renoncement aux soins par une hausse des remboursements complémentaires du panier 100% santé. On a sélectionné plusieurs taux d'augmentation entre 0 et 50%. Avant de vous présenter les résultats du scénario central, j'aimerais revenir sur l'exposition au niveau de garantie. Donc on constate une exposition au niveau de garantie faible plus importante en individuel qu'en collectif et une exposition garantie moyenne et élevée plus importante en collectif qu'en individuel. Concernant le taux de recours au 100% santé, donc ce taux de recours, c'est un taux de recours global, donc garantie confondue, qui s'obtient à l'aide des hypothèses présentées à la slide précédente et de l'exposition aux différents niveaux de garantie. Et donc on constate un taux de recours plus important en individuel qu'en collectif. Donc maintenant les résultats du scénario central. Donc je vais vous présenter l'impact à terme en audiologie sans hypothèse sur le renoncement aux soins. Donc on constate pour les 2 portefeuilles une hausse des remboursements complémentaires. Toutefois, cette hausse elle est plus importante en individuel et ça s'explique d'une part par le niveau de garantie moyen qui est plus faible en individuel qu'en collectif et d'autre part par le taux de recours au 100% santé qui est plus important en individuel qu'en collectif. Donc ça, c'était pour l'impact à terme sans renoncement aux soins. Donc quand on intègre des hypothèses sur le renoncement aux soins, on constate par exemple pour un renoncement à 5% une hausse de 3 points, une hausse pour les 2 portefeuilles. Cette hausse elle est un peu plus importante en individuel, c'est parce que le poids du panier 100% santé est plus important en individuel. Alors maintenant on va passer aux sensibilités. Donc on a sélectionné 3 types de sensibilités. Une sensibilité sur le comportement des organismes assureurs, des sensibilités sur le comportement des professionnels de santé et une sensibilité sur le comportement des souscripteurs. Alors concernant les organismes assureurs, donc en audiologie, donc on a une revalorisation de la base de remboursement, ce qui peut représenter un surcoût. Ouais. Je disais que la base de remboursement est revalorisée de 2019 à 2021. Et ça peut représenter un surcoût pour les organismes assureurs qui expriment leur garantie en fonction de la base de remboursement. Et nous, dans le cadre de cette étude, en fait, on avait plusieurs portefeuilles. Et donc, l'expression des garanties, elle était propre à chaque assureur, à chaque organisme assureur. On a donc établi une norme d'expression et on a décidé d'exprimer les garanties en fonction de la base de remboursement. Donc, dans le cadre de cette étude, il y a un impact par rapport à la hausse de la base de remboursement. Donc, on s'est dit une sensibilité, ce serait que les organismes assureurs ajusteraient leurs garanties en fonction de l'augmentation de la base de remboursement, de façon à maintenir le montant versé en euros à celui avant réforme. Pour les professionnels de santé, donc les professionnels de santé, ils sont touchés par la réforme parce qu'il y a une modification en fait de leurs pratiques tarifaires. Donc une sensibilité, ce serait la facturation au prix limite de vente, ce qu'on n'avait pas considéré au scénario central. Donc au scénario central, on s'était dit que les professionnels de santé gardaient leurs pratiques tarifaires. Une seconde sensibilité donc, qui se cumule à la première, ce serait qu'en plus de facturer au prix limite de vente, ce serait d'augmenter les tarifs du panier libre. Donc les augmentations que nous avons retenues, ce sont celles qui permettent de maintenir le coût moyen d'une aide auditive à celui avant réforme. Et une dernière sensibilité, ce serait l'incitation à la consommation des actes du panier libre. Les praticiens seraient amenés peut-être à proposer plus souvent les actes du panier libre car ils sont plus esthétiques ou encore de meilleure qualité. La dernière sensibilité, c'est celle sur les souscripteurs. Donc avec l'ajout au tableau de garantie de soins complètement remboursés, certains souscripteurs seraient amenés à modifier leur niveau de garantie pour des niveaux de garantie plus faibles. Et donc c'est la sensibilité que nous avons considérée. Alors, dans la présentation pour les organismes assureurs.
Donc ça, c'est le rappel des résultats du scénario central. Et là, les résultats de cette sensibilité. Alors, c'est pas à la même échelle, mais bon, vous avez les évolutions. Et donc, on constate pour les deux portefeuilles une baisse assez importante de l'impact à terme. Et donc, on voit bien qu'une manière de maîtriser un peu le coût de la réforme en audiologie serait de modifier l'expression des garanties. Pardon, juste un point ici. Alors sur la comparaison entre le scénario central et la sensibilité, on n'est pas sur la même échelle. Donc en fait, on voit que l'impact qui était ici entre 37 et 50%, en fait, il diminue très très fortement. Donc effectivement, ajuster le niveau de garantie, donc le baisser, forcément, ça diminue énormément l'impact. Donc attention juste à la lecture. Ouais. On va passer à la sensibilité sur le comportement des professionnels de santé. On va commencer par la facturation de prix limite de vente. Donc toujours résultat du scénario central et là les résultats de la sensibilité. Donc on constate pour les deux portefeuilles une hausse de l'impact à terme assez modérée. Elle est un petit peu plus importante en individuel, c'est parce que le poids du 100% santé est plus important en individuel qu'en collectif. Concernant la facturation au prix limite de vente et l'augmentation des tarifs des actes du panier libre, on constate donc pour les deux portefeuilles une hausse de l'impact à terme. Cette hausse elle est plus importante en individuel. Alors d'une part, c'est dû au poids du 100% santé. Donc quand on a facturé au prix limite de vente, on a facturé plus de fois au prix limite de vente. Aussi, un point que je n'ai pas dit, c'est que les prix moyens sont plus faibles en individuel. Donc forcément, quand on facture au prix limite de vente, les assurés vont devoir fournir plus d'efforts pour respecter le reste à charge zéro. Et c'est aussi dû aux hypothèses d'augmentation des tarifs des actes du panier libre. Et donc pour maintenir exactement le même coût, il a fallu faire des augmentations plus importantes sur l'individuel que sur le collectif. Alors la dernière sensibilité, qui concerne l'incitation à la consommation des actes du panier libre. Donc vous avez les résultats. Juste une petite parenthèse sur cette sensibilité. On a décidé de la modéliser en modifiant les hypothèses de répartition entre les deux paniers de soins. Donc on a baissé pour chaque garantie de 10 points l'utilisation du panier 100% santé. Et donc on constate une évolution assez différente pour les deux portefeuilles. En collectif, une hausse de l'impact à terme, et en individuel, une baisse. Donc sans rentrer trop dans les détails, c'est dû en fait au poids du 100% santé en individuel qui est plus important, et cette baisse elle a généré en fait cette baisse de l'utilisation du panier 100% santé, elle a été plus marquée sur l'individuel que le collectif. Je pourrais revenir dessus parce que ça nécessite une présentation un peu plus poussée, mais on n'a pas trop le temps. Si vous avez des questions, je reviendrai bien sûr dessus. Concernant les souscripteurs, donc la modification d'adhésion aux différents niveaux de garantie, donc on a décidé de modéliser cette sensibilité en modifiant les poids des remboursements complémentaires des différents niveaux de garantie. Donc P0, ça correspond au poids des garanties avant réforme. Et donc par exemple un exemple d'une proposition pour le collectif, donc ce serait que la réforme 100% santé a entraîné une modification d'adhésion pour des niveaux de garantie plus faibles qui se traduit en poids des garanties qui passerait de 3 à 5%. Alors voici les résultats de cette sensibilité. Et donc on constate pour les deux portefeuilles une hausse de l'impact à terme. Cette hausse elle est légèrement plus importante en individuel, c'est parce que le niveau de garantie moyen est plus faible en individuel qu'en collectif. On va maintenant passer, alors on va faire une petite synthèse avant de passer au dentaire. Donc pour les organismes assureurs, on a vu que l'ajustement des garanties, ça permet de limiter le coût de la mise en place de la réforme. Pour les professionnels de santé, globalement, c'est une hausse de l'impact à terme, et pour les souscripteurs aussi, c'est une hausse. Alors maintenant, on passe au dentaire. Donc, présentation des hypothèses du scénario central. Donc, concernant les consommations attendues, on a sélectionné 2 scénarios. Pour les bridges couronnes et inlay en lait, il y avait 3 paniers. Et pour les inlay en lait, 2 paniers seulement. On a augmenté aussi la proportion de 100% santé d'un scénario à l'autre. Pour les nouvelles consommations, on a considéré des taux entre 0 et 15%. Alors, pareil, petite remarque sur l'exposition au niveau de garantie, c'est la même remarque que pour l'audiologie. Une exposition au niveau de garantie faible, plus faible en individuel qu'en collectif. Et également la même remarque pour le taux de recours. On a un taux de recours au 100% santé plus important en individuel qu'en collectif.
Donc ça, c'est les résultats du scénario central sans hypothèse sur le renoncement aux soins. Et donc, on constate pour les deux portefeuilles une hausse de l'impact à terme, donc entre 6 et 8 en collectif et 50-70 en individuel. Donc, c'est beaucoup plus élevé en individuel, et ça, c'est dû d'une part au niveau de garantie moyen, qui est plus faible en individuel qu'en collectif, et encore une fois au taux de recours au 100% santé, qui est plus important en individuel qu'en collectif. Avec l'intégration d'hypothèses sur le renoncement aux soins, on constate une hausse de l'impact à terme. Cette hausse, elle est légèrement plus importante en individuel, encore une fois pour la même raison. Le poids du 100% santé est plus important en individuel qu'en collectif. Donc maintenant, on passe aux sensibilités. On a pris des sensibilités sur le comportement des professionnels de santé. Donc la première, c'est la facturation aux honoraires limites de facturation, ce qu'on n'avait pas pris comme hypothèse au scénario central, et également le maintien du dépassement d'honoraires sur les in-only. La deuxième sensibilité, c'est la même qu'en audiologie, c'est l'incitation à la consommation des actes du panier libre. Souscripteur également, c'est la même sensibilité que nous avons considérée en audiologie. Alors, pour la facturation aux honoraires limites de facturation et le maintien des dépassements, on constate une hausse dans l'impact à terme pour les deux portefeuilles. Cette hausse, elle est légèrement plus importante en individuel. Alors ça, c'est les mêmes raisons qu'évoquées en audiologie, c'est-à-dire le prix moyen des actes qui est plus faible en individuel qu'en collectif. Donc la facturation aux honoraires limites de facturation entraîne une participation des organismes assureurs plus importante, et également le poids, en fait, le recours au 100% santé qui est plus important en individuel qu'en collectif. Une petite aparté, ce qu'on constate, mais on en parlera plus tard, c'est que globalement, là, depuis quelques mois, on constate quand même qu'il y a une hausse sur cette partie-là en dentaire, dans les coûts, et potentiellement que ça viendrait justement d'un changement de comportement des professionnels de santé, notamment des dentistes, pour avoir justement ce comportement à pousser plus à la facturation aux honoraires limites de vente. Voilà. Ce qui n'était pas forcément toujours le cas dans toutes les régions, en tout cas, mais on en parlera plus tard. Donc une sensibilité intéressante, on va dire, au regard de la réalité. Alors pour l'incitation à la consommation des actes du panier libre, donc on constate pour les deux portefeuilles une baisse de l'impact à terme. Donc cette baisse, elle est normale, on a un recours moins important au 100% santé, donc les organismes assureurs fournissent moins d'efforts pour respecter le reste à charge zéro. Maintenant concernant, alors c'est la même sensibilité avec, pareil là vous avez les poids de chaque garantie. P0 pour rappel correspond au poids avant réforme. Et donc vous avez plusieurs propositions de modification de poids qui seraient liées à une modification d'adhésion. Les résultats, donc on constate pour les deux portefeuilles une évolution semblable pour cette sensibilité. Donc un petit rappel, globalement, on voit que s'il y a une modification des pratiques tarifaires des professionnels de santé, on constate, au niveau des pratiques tarifaires, donc la facturation aux HLF, on constate une hausse de l'impact à terme. Et si on voit qu'ils ne jouent pas le jeu de proposer forcément les soins du panier 100% santé, on constate une baisse de l'impact à terme. Concernant les souscripteurs, on constate une hausse de l'impact à terme. En optique, je vais vous présenter très brièvement. Donc, on a un impact à la baisse, donc une baisse des remboursements complémentaires. Pour les deux portefeuilles, à peu près du même ordre. Légèrement plus important en collectif, c'est parce qu'on a des garanties plus importantes. Donc, la mise en place notamment de la baisse du montant, de la garantie des montures. Voilà, le plafonnement des montures. C'est ce qui explique en fait cette différence. Et concernant les sensibilités, donc elles n'ont pas eu, donc là il n'y a pas les chiffres, mais c'est vraiment très léger. Une légère hausse pour la facturation pré-limite de vente, très léger. Facturation pré-limite de vente et augmentation du tarif panier libre aussi, léger. Et incitation à la consommation, là cette fois-ci ça augmente parce que, alors c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas les hypothèses, mais c'est un peu compliqué à expliquer. Je pourrais revenir dessus si vous avez des questions. Là, on passe. Je vais prendre trop de temps. Et donc, la sensibilité sur le comportement des souscripteurs, également une très très légère hausse. Alors, on a choisi de présenter de manière simplifiée la partie
informations en annexe, donc si vous les voulez, normalement ils seront disponibles sur le site. Et si vous voulez qu'on en parle après, surtout n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Je te laisse faire le résumé ici, Anna. Ouais, pas de souci. Donc finalement, qu'est-ce qu'on retient de cette étude ? Eh bien, c'est qu'il y a une différence en fait dans l'évaluation, enfin dans les résultats obtenus. On a un impact beaucoup plus important en individuel qu'en collectif. Et ça s'explique principalement, comme on l'avait dit, par le niveau de garantie moyen et également par l'âge des bénéficiaires, qui sont en moyenne plus âgés en individuel qu'en collectif. D'autre part, on a vu qu'il y avait un intérêt finalement à encadrer l'impact de la réforme par des sensibilités sur le comportement. On voit qu'il y a des modifications de l'impact et c'est d'autant plus concret vu au regard de ce qu'on constate aujourd'hui. Par contre, il y a des événements extérieurs qui sont venus un peu perturber l'analyse. Et donc notamment la période de confinement. Et je vais laisser Perrine, c'est toi, vous en parler. Oui, effectivement, on avait réalisé toute cette étude a priori de la réforme 100% santé et on attendait tous 2020 avec impatience pour voir enfin les véritables impacts et voir si nos sensibilités permettaient d'encadrer le véritable impact de la réforme et lesquelles pouvaient effectivement s'avérer vraies. En tout cas, notre objectif, vous voyez, ça a été vraiment d'encadrer les impacts pour pouvoir faire face aux différentes évolutions de comportement. On n'avait pas tout à fait prévu dans nos sensibilités qu'il y aurait une pandémie. Ça a un peu freiné notre mesure des impacts sur 2020. Alors, ça a un peu freiné sur les coûts. On a pu quand même voir certains impacts sur les coûts. Par exemple, on a pu voir les revalorisations de base de remboursement sur les actes. Donc, sur l'impact vraiment coût, on a pu voir certains éléments, les plafonnements également. Par contre, sur l'impact fréquence, alors on a noté, je crois que ça restait difficile à identifier. Faut dire qu'au vu de la très forte baisse des prestations et du nombre de personnes qui ont pu avoir accès aux soins, impossible de mesurer la hausse de personnes qui pouvaient avoir accès aux soins parce qu'avant, elles renonçaient aux soins. Donc les personnes visées par l'efficacité de la réforme. Donc l'effet fréquence, on regardera plutôt 2021 juste après, mais effectivement sur 2020, c'était complètement impossible à mesurer. Il faut dire que sur l'exercice 2020, les 3 postes visés par la réforme sont les 3 postes qui sont particulièrement atteints par la crise. Donc on a eu une baisse très forte des prestations sur ces 3 postes dès le début de l'année. Alors sur janvier-février, on avait déjà eu quelques problématiques de gestion sur la mise en place de la réforme. Et après, dès mars, donc avec le premier confinement, on a eu une limitation d'accès aux soins qui fait qu'on a eu un effondrement des prestations sur ces 3 postes. On a eu un retour progressif à la normale aux alentours de juin. Alors ça dépend des portefeuilles. Ce qu'on a pu noter, c'est en général à l'automne un rattrapage assez fort sur le dentaire et ici des impacts 100% santé qui commençaient vraiment à se faire sentir. Mais les vrais impacts sont plutôt laissés à 2021. Et effectivement, les premiers mois 2021 apparaissent très marqués par la réforme. Alors notamment sur le dentaire, je pense que c'est assez significatif sur beaucoup de portefeuilles. La part du dentaire a vraiment augmenté. Et à l'intérieur de ce poste dentaire, la part des prothèses dentaires a énormément augmenté au détriment des soins. Et effectivement, comme le disait Chloé tout à l'heure, on a aussi un effet de facturation systématique aux honoraires limites de facturation qui est de nature à augmenter les coûts pour les organismes complémentaires. Donc ça va être assez à nuancer en fonction de la localisation. Effectivement, les honoraires limites de facturation sur des zones chères, pour prendre Paris, on va avoir plutôt un plafonnement des prix. Par contre, sur des zones qui étaient moins coûteuses en termes de prothèses dentaires, là on a plutôt un alignement à la hausse. Donc là, plutôt des hausses de remboursement, de facturation et donc de remboursement. Et sur les audioprothèses, donc la réforme est vraiment en vigueur depuis le 1er janvier 2021, donc avec l'obligation de maintenir un reste à charge nul uniquement à partir de cette date. On a un développement très net du nombre d'audioprothèses. On a eu sur le premier semestre 2021 autant d'audioprothèses qu'en 2019 sur l'ensemble de l'exercice. Donc on a vraiment des impacts qui sont très marqués. Donc sur ces 2 postes, l'objectif de lutte contre le renoncement aux soins, qui était vraiment l'objectif premier de la réforme, semble vraiment prendre ses effets puisqu'on a un nombre d'actes qui augmente significativement et donc certainement plus de personnes qui se soignent. On peut espérer que cet effet qui est du coup très significatif sur les portefeuilles, c'est une très bonne nouvelle pour l'accès aux soins.
côté complémentaire, c'est des coûts quand même très élevés. On peut espérer une phase haute avant peut-être une diminution des prestations à l'avenir, avec notamment la limitation en fréquence à un équipement tous les 4 ans en audio et peut-être en optique, en dentaire, une phase de rattrapage après des périodes de renoncement aux soins. Rattrapage de la crise sanitaire, ça on espère que c'est derrière nous. Alors effectivement, je faisais un lapsus sur l'optique, parce que l'optique, c'est vraiment le perdant de la réforme. On n'a vraiment pas d'impact sur ce poste. Alors les impacts qu'on a, on a parlé du plafonnement de la monture. Alors là, on a plutôt un report de la facturation de la monture sur les verres. Donc en termes de remboursement complémentaire, on ne voit pas spécialement de baisse. C'était les seuls impacts à la baisse attendus et finalement ils sont pas présents. Il y a vraiment comme toujours une adaptation de la facturation par les opticiens entre la monture et les verres, quel que soit le montage mis en place. Et du coup, peu d'impact à la baisse, mais plutôt on observe un peu plus de reste à charge côté assuré sur ce poste. Alors, juste à noter sur l'optique, et c'est assez vrai sur l'audio aussi, donc en optique on a des recours au panier 100% très faibles, sur les portefeuilles collectifs on a moins de 20%, et c'est encore moins le cas quand il y a des réseaux, puisque les réseaux avec des tarifs négociés peuvent permettre d'avoir déjà un équipement sans reste à charge, mais avec beaucoup plus de choix que ce qu'il y a dans 100% santé. Donc quand il y a des réseaux, on a encore moins de recours au panier 100% santé. Merci Perrine. Donc voilà, on arrive à la fin de cette présentation. J'espère que les apports de l'étude ont été aussi intéressants pour vous, que ça l'a été pour nous. Parce que c'est vrai que cette étude, il faut le rappeler, c'est quand même une manière pour l'Institut des actuaires de donner une vision de marché de cet impact de cette réforme sur le 100% santé qui touche tous les actuaires santé du marché. Donc c'était important pour l'Institut des actuaires de pouvoir se positionner et d'apporter cette vision et de la partager avec l'ensemble des membres. Ça a été aussi une occasion de faire justement cette contribution collective avec des organismes assureurs et avec des contributeurs de données pour pouvoir partager autant sur les portefeuilles, mais aussi sur les méthodologies d'analyse d'impact. Et ça, c'était vraiment un vrai challenge, un vrai apport, puisqu'on s'est tous challengés en fait sur nos méthodologies, sur les critères qu'on avait pu prendre en compte, les hypothèses. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu que dans les scénarios qu'on a pris en compte, on a fait plusieurs scénarios, pas un seul, et on a toujours fait des tranches d'impact pour pouvoir justement intégrer toutes les possibilités, on va dire, au sens le plus large. Et puis le dernier point positif, qui n'en est pas des moindres, c'est la réalisation avec succès d'un mémoire au sein de l'Institut actuaire, et on félicite encore Anna pour son titre, bravo. Voilà. Et au regard justement des résultats de cette riche étude qui a duré quand même, pour rappel, un peu plus d'1 an, c'était pas juste un mémoire de 6 mois comme on peut le voir dans les compagnies. Anna y a consacré quand même plus d'1 an et demi. Au regard de ces résultats pertinents, intéressants, et aussi sur tout ce qu'on vient de voir et ce qu'on constate, ce qu'on partage aujourd'hui sur le non-impact négatif qu'on était censé avoir sur l'optique et qui devait justement permettre de compenser en partie un petit peu l'impact difficile parfois sur cette réforme, et aussi ce changement de comportement des professionnels de santé qui n'est pas neutre et qui va devoir se suivre et se mesurer sur la suite, et qui va vraiment avoir un impact significatif justement sur le vrai coût de cette réforme. Ça nous semble nécessaire en fait de poursuivre l'étude, et du coup c'est dans ce cadre-là qu'on souhaiterait beaucoup au sein du GT Santé pouvoir faire l'étude a posteriori au regard de ce qu'on a pu faire a priori, faire cette comparaison et cette analyse critique. Et du coup, je crois, Christophe, que tu es intéressé, qu'Harmonie Mutuelle serait intéressé pour poursuivre. J'en profite. Ah bah oui, effectivement. Alors après, voilà, c'est vrai que les résultats ont ensuite été présentés du côté d'Harmonie Mutuelle pour aussi les confronter avec nos propres analyses, faire des retours, confronter les scénarios. Ça a été très bien perçu. Alors c'était une présentation synthétique parce que le mémoire est très très riche. Bravo Anna, franchement. Et donc ce qu'il en est ressorti, c'est que voilà, on est tous curieux aussi de voir la suite. Et donc l'idée de continuer cette étude, en tout cas de la poursuivre sur 2021, 2022 et la suite. En tout cas là, on est extrêmement motivés. Et surtout, on souhaite que d'autres contributeurs puissent venir aussi nous aider. Effectivement, franchement, c'est une très bonne expérience. Je crois même que sur d'autres risques, notamment l'emprunteur, l'idée commence aussi à germer de ce type de collaboration. Et donc, en tout cas, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a aucune difficulté. Voilà, donc si on fait un appel aux contributions techniques, aux contributions de données, si vous avez des questions sur ce sujet ou des souhaits de participer, surtout n'hésitez pas à venir nous voir ou à en faire part à l'Institut des actuaires. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sur 2021, vos données, elles avaient
On n'avait pas de données sur vous voulez dire les constats qu'on a pu avoir. On était sur juin à peu près, je pense. Oui, c'est principalement des observations qui sont liées au premier semestre, globalement, ce qu'on voit jusqu'à présent. Et c'était des observations qui étaient sur le même portefeuille sur lequel vous avez fait des études, c'est-à-dire le portefeuille Harmonie, CNP. Non, c'est justement, c'est l'objectif de la suite de l'étude, c'est d'avoir accès aux mêmes données avec les mêmes contributeurs et si possible davantage pour pouvoir voir la suite de l'étude sur les mêmes données sur 2021. Là, c'est plutôt des retours marchés qu'on peut constater dans la presse ou nous chez nos clients. Voilà. Comme le disait d'ailleurs Thomas Saunier ce matin sur ces chiffres de 5,5% de mémoire et 9,5% sur l'individuel. C'est des retours marchés. Alors effectivement, les retours, les hausses de prestations sur l'audioprothèse, elles sont principalement marquées sur l'individuel en raison de l'âge, mais sur les portefeuilles actifs, on a plus de recours que ce à quoi on s'attendait, parce qu'effectivement, les populations 40-60 ans s'équipent aussi davantage. Alors, il y avait le frein financier, donc qui est levé. Il y a le frein de la stigmatisation qui est en train d'être levé aussi, parce qu'on parle beaucoup plus de protection auditive et de prise en charge, en fait. Et on voit d'ailleurs chez les audioprothésistes, vous voyez dans la rue, il y a tout le temps des pubs 100% santé, venez vous équiper sans reste à charge, venez faire un test, venez faire un bilan. Et on a beaucoup plus de recours aux soins aussi chez les actifs. Je ne sais pas si... Je vais vous donner un micro parce qu'on ne vous a pas entendu. Ne me faites pas avoir recours aux audioprothèses tout de suite. Oui, quand vous parliez de l'individuel, vous mettez le TNS dedans ou c'est vraiment l'individuel particulier? Pardon, excusez-moi. Partie individuelle, vous avez dedans les TNS, vous avez aussi, c'est que des particuliers? Alors je me tourne vers nos contributeurs. Sur l'échantillon qu'on avait transmis, il n'y avait pas de TNS, c'était vraiment portefeuille individuel. Les autres contributeurs, je ne sais pas, mais il n'y a pas eu de focus en tout cas sur la partie TNS. C'est vrai que ça dépend les maisons entre guillemets, quoi. Parce que les petits retours que j'ai eu un petit peu du marché sur les TNS, on avait quand même des comportements différents par rapport aux particuliers. C'est pour ça que je vous posais la question si vous noyez l'ensemble ou nous on les exclut, effectivement. Après, en termes de contribution, si on arrive à avoir un portefeuille spécifique TNS, ça pourrait être une mesure faite à part, effectivement. De faire d'étudier justement en effet la vision particulier pure et la vision TNS qui en effet ont pas de base n'ont pas du tout le même comportement en fait, en termes de... Ouais, ni le même profil de risque, d'âge et des populations plus jeunes et du coup effectivement certainement des impacts un peu plus faibles. C'est vrai qu'aujourd'hui avec le portefeuille, déjà faire le collectif l'individuel ça représentait beaucoup de travail et en plus avec le portefeuille individuel qu'on avait, ça ne semblait pas forcément de repartir dans une dissociation encore plus petite. C'est pour ces deux raisons. Oui, si on veut aller plus loin sur le TNS, il faudra juste s'assurer d'avoir un volume suffisant. Et donc la difficulté, c'est d'avoir suffisamment de contributeurs en TNS pour qu'on n'ait pas le portefeuille de tel organisme assureur qui soit analysé uniquement sur le TNS, mais bien on avait donc des contraintes de part de données dans les portefeuilles globaux. Et effectivement, ça sera une contrainte qu'il faudra respecter aussi sur les TNS si l'étude peut être menée. Pour la petite histoire, on a dû faire pour certains portefeuilles qui étaient trop représentatifs, on a fait l'échantillonnage de manière à s'assurer de ne pas la surreprésentativité d'un acteur. Oui, il y a eu une réduction. Si vous pouvez prendre le micro. Oui, bonjour. Donc, dans cette présentation, il apparaît qu'en fait, le comportement des professionnels de santé, je pense aux opticiens d'un côté, aux dentistes de l'autre, a un impact fort sur le résultat de la mise en place de 100% santé. Et en particulier, on comprend que les opticiens n'ont pas joué le jeu, je vais le faire court, et les dentistes ont joué le jeu par contre. Est-ce que vous savez s'il y a des actions à venir, alors dans les sociétés d'assurance, au sein de la FNMF, au sein de la FFA, ou bien au niveau du gouvernement, pour inciter les professionnels de santé, je pense aux opticiens en particulier, et peut-être les audioprothésistes. Moi, j'ai un gros doute sur
Parce que la publicité 100% santé, et puis après, il faudrait voir de quelle façon ils équipent les patients derrière. Parce que si c'est un moyen de faire rentrer le patient chez l'audioprothésiste et puis ensuite de l'équiper avec quelque chose qui n'est pas... On ne sait pas en fait comment ça va se passer. Est-ce que vous savez s'il y a des actions à prévoir dans le futur au niveau de la réglementation, ou est-ce qu'au sein des compagnies d'assurance, il y a des choses qui sont mises en pratique pour pousser les professionnels de santé, puisqu'on voit bien que c'est un élément clé, à rentrer dans la réforme? Alors, il y a des comités de suivi qui sont prévus par le gouvernement sur l'optique, sur l'audio et le dentaire. Alors, effectivement, sur l'optique, on voit que les opticiens ne jouent pas le jeu. Bon, c'est pas leur ligne de défense, mais voilà, c'est ce qu'on constate, en tout cas, dans les actes qui sont remboursés. Il y a des contrôles, en fait, qui sont prévus auprès des opticiens, qui sont prévus par le gouvernement. Moi, j'ai pas connaissance d'action par les organismes assureurs, à part la limitation des remboursements au PLV, bien sûr. Donc ça, c'est plutôt des problématiques de gestion. Donc tout est bloqué au niveau du PLV sur les actes 100% santé. Après, c'est plutôt des contrôles qui seront mis en place, mais là, c'est plutôt par le gouvernement. Après, côté organisme assureur, il y a aussi tout le respect je pense à la gestion, des limitations en termes de fréquence. Et donc là, on s'appuie plutôt sur ce que rembourse la sécurité sociale que sur des contrôles. Je pense plutôt à l'audioprothèse, parce que sur l'optique, on sait que ça ne fonctionne pas très bien. Merci beaucoup.